notre table ronde a pour thème « Quelle vision prospective permise par le programme ACARE ?» Alors pour en débattre, nous avons par vidéo Bruno Ferreira, directeur général de la DGAL, la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, qui représentera donc les pouvoirs publics. Aussi par vidéo, nous avons Mark Stevens, directeur de l'Institut de recherche betteravière britannique, mais aujourd'hui, il est là en tant que président du Scientific Advisory Committee de l'IIRB. Jean-Philippe Garneau, vous êtes président de l'AIBS, l'interprofession betterave-sucre, mais avant tout, vous êtes agriculteur en Seine-et-Marne et vous avez peut-être des choses aussi à dire sur les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui avec la jaunisse. Et puis François Després, c'est vous qui nous accueillez, merci. Vous êtes président de Florimond-Desprez et aussi président du GNIS, l'interprofession de la semence française. Alors, Monsieur Garneau, ce programme a été fait pour vous. Quand je dis vous, bien sûr, c'est la filière betteravière française, planteurs et fabricants de sucre, parce que c'est vous qui utilisez en fait les semences de betterave. Et je voudrais vous poser la première question, Jean-Philippe. Quel est le résultat pour vous? Est-ce que ce résultat du programme ACARE, est-ce que vous semble à la hauteur des espérances et des attentes de la filière? Alors tout d'abord, merci déjà de cette invitation parce que j'allais dire que nous sommes, entre guillemets, comme vous le dites, les utilisateurs finaux de tous ces éléments de recherche. Je vous avoue qu'aujourd'hui, en tant que président, ça fait 6 mois que je suis baigné dans la jaunisse virale à un moment donné. Et de voir ce rapport-là m'a redonné beaucoup de confiance ce matin parce que finalement, quand on regarde tout ce travail, eh bien, la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'on n'arrive que quand on travaille collectivement. Le premier travail collectif, c'est de dire aujourd'hui, on a la recherche qui est organisée par un semencier privé, mais avec ce semencier privé, on a déjà l'INRA, et de l'autre côté, pour nous, la IBS, c'est l'ITB. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'on trouvera des éléments de solution, et j'allais dire, on le voit ce matin. Énorme travail, et j'y retiens 4, 5, j'allais dire, idées fortes. La première, c'est cette évolution sur la génomique. Elle est fabuleuse et elle raccourcit le temps. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour un sélectionneur, pour être, j'allais dire, efficient, il faut entre une dizaine et une douzaine d'années. Tout ce travail va ramener, j'allais dire, un temps beaucoup plus court. Et ce temps beaucoup plus court, ça va être 5, 6, 7 ans. Et on en reviendra sur la jaunisse à un moment, parce que moi, j'ai une interrogation sur ce point. Ceci dit, c'est aussi la résistance vis-à-vis des maladies. Et là, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, la cercosporiose en était une. J'ai vu aussi qu'on a travaillé beaucoup sur l'élément de la sécheresse. Cette année, nous avons naturellement ce problème de jaunisse, mais aussi un gros problème de sécheresse. Donc, c'est important qu'on y voit les choses. Il y a déjà une recherche sur les bioagresseurs. Donc ça m'intéresse bigrement en tant que tel. Et puis, je n'oublie pas tous ces éléments qualitatifs de la betterave et le côté du sucre et de ce côté affinage du sucre pour que nos industriels puissent travailler, j'allais dire au mieux. Ensuite, je terminerai par un élément simple, c'est que le revenu d'un betteravier, c'est à la fois, je dirais, un prix, et ça c'est le fabricant qui nous le fait, et de l'autre côté, je dirais, un rendement. Le rendement pur, ce n'est pas un rendement pur. C'est un rendement auquel on peut faire diminuer un certain nombre de charges. Et c'est ça qui fait, j'allais dire, le revenu économique d'un agriculteur. Si de un côté, par exemple, je prends cette histoire de la cercosporiose, nous, ça nous donne un choix. Et ça veut dire qu'on met moins de produits phyto à la fin. Donc ça aussi, c'est très important pour nous. Merci. Donc vous, François Després, vous êtes un des principaux le principal partie prenante de ce programme. Quel bilan vous faites après ce travail considérable de 8 années sur ACARE? Un bilan naturellement extrêmement positif et je pense que les exposés qui ont précédé cette table ronde l'ont montré. Et surtout un bilan qui dépasse les espérances les plus folles des
des gens qui ont été à l'initiative de ce projet il y a maintenant plus de 10 ans. En fait, toutes les promesses ont été tenues et même des résultats sont obtenus qui n'étaient pas attendus. Donc ça nous rend complètement optimistes quant à la contribution du programme ACARE à la compétitivité de la filière betterave-sucre française, qui est un enjeu économique, un enjeu de souveraineté alimentaire et qui est aussi un enjeu en matière territoriale. Donc on avait beaucoup mis en avant au moment du lancement du projet ACARE le fait que grâce à ce projet, on doublerait le progrès génétique annuel. Alors justement, je me rappelle de cette promesse. Or, j'ai regardé la courbe il n'y a pas longtemps du rendement. La courbe du rendement stagne et voire elle baisse depuis 3 ans. Donc, est-ce que ACARE, vous pensez, est-ce que ça va contribuer à remonter cette courbe? D'abord, la stagnation des rendements, telle qu'on l'aperçoit d'un point de vue macroéconomique, elle est le résultat depuis 3 ans d'une succession d'accidents climatiques, en particulier de stress hydrique qui frappe toutes les cultures. On peut en juger l'impact à travers le fait que la collecte nationale de blé tendre en 2020 va tomber en dessous de 30 millions de tonnes, c'est-à-dire qu'elle baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Par contre, si on considère les résultats des essais officiels d'inscription, on voit que le potentiel des variétés qui sont inscrites au catalogue national après les essais conduits par le CTPS, ce potentiel continue à augmenter. Cependant, il ne s'exprime pas compte tenu de l'impact des conditions climatiques de ces dernières années. Je pense que le projet ACARE va démontrer que nous doublerons le rythme de progression du potentiel de rendement sucre hectare dans les années à venir, pour plusieurs raisons. La première raison, et ça a déjà été évoqué par Jean-Philippe, c'est qu'on va raccourcir le cycle de sélection. Donc un progrès d'une même ampleur fait plus rapidement, par exemple en allant au dépôt d'une variété nouvelle en 5 années après le croisement au lieu de 7, ça contribue à augmenter le progrès relatif annuel. Le deuxième élément, et c'est certainement celui qui est le plus enthousiasmant, c'est on dispose, grâce au projet ACARE, d'une diversité génétique nouvelle, renouvelée par rapport à ce dont nous disposions avant. Et ces ressources génétiques sont placées dans du matériel ENIT, dans des lignées qui sont immédiatement utilisables en sélection. Et ça a été dit tout à l'heure, les premières variétés issues de ce programme pourront être mises dans les essais officiels seulement dans 2 ans, à partir de 2022. Et ça, là encore, c'était un objectif qu'on ne pouvait pas espérer atteindre aussi rapidement. Donc, je suis convaincu que l'avenir démontrera, notamment à travers l'évaluation des variétés dans les essais officiels d'inscription, qu'on aura bien réussi à doubler ce rythme de progrès annuel et donc à tenir cette promesse qui était extrêmement visible au lancement du programme. Et donc les planteurs auront les vraies variétés dans leur champ 3 ans après encore, si je calcule. Oui, il y a les deux années d'inscription officielle, mais il est certain que s'il y a des défis ponctuels à relever liés à l'arrivée de nouvelles maladies, de nouveaux ravageurs, le système d'inscription est suffisamment réactif pour permettre d'anticiper l'inscription des variétés, notamment de faciliter leur montée au catalogue après une seule année d'essai officiel. Très bien. Je voudrais poser une question à Mark Stevens. Bonjour Marc. Vous m'entendez? Morning. Vous êtes là en tant que scientifique reconnu de façon internationale et je voudrais avoir votre regard sur le projet ACARE. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou plutôt qu'est-ce que vous avez appris?
Merci François. C'est très intéressant parce qu'en fait, je me souviens, j'étais dans un train avec Bruno Debré et c'était en 2011 et il me disait que ce qu'il espérait obtenir avec ce nouveau projet qui s'appelait Hacker. Et ici, on est 9 ans plus tard et j'ai vu des résultats incroyables et des avancées technologiques incroyables. Et ça va clairement faire la promotion et ajouter et s'assurer de la rentabilité de la production des betteraves sucrières à l'avenir. Il y a 3 raisons pour lesquelles je suis très enthousiasmé parce que j'ai entendu, il y a 4 le futur de ce projet, parce que en fait, la vision de ce projet, c'est d'avoir tous ces partenaires pour gérer ces problèmes sur une culture qui n'est pas la plus facile en termes de sélection. Ensuite, il y a le développement d'outils, parce que comme un projet qui dure sur 8 ans, beaucoup des outils qui ont été exploités ont été développés pendant la durée même du projet. Et je suis vraiment impatient de découvrir comme cela a été mentionné plus tôt, qui nous ont permis de regarder de nouvelles façons de considérer ces problèmes. Et je pense que le dernier point dont je voulais parler et qui est très important, c'est de nous assurer qu'on forme la prochaine génération de scientifiques pour qu'ils puissent comprendre et faire la promotion de la culture de betterave sucrière pour avoir des interactions, non seulement par des généticiens, mais tous ceux qui travaillent sur la betterave sucrière et également de pouvoir introduire des ingénieurs et des gens qui travaillent dans l'informatique, dans les statistiques. La seule façon dont on va résoudre certains des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la betterave, c'est en travaillant ensemble et je pense que Hacker l'a bien montré. Marc, vous êtes britannique, vous avez des gros problèmes de jaunisse depuis très longtemps en Grande-Bretagne, vous êtes un spécialiste de la question. Je voudrais savoir est-ce que d'après vous, Hacker pourra résoudre à terme ces problèmes de jaunisse? Comment vous voyez ça? François, tu as raison. On a un problème de jaunisse en 2020 au Royaume-Uni qui est très similaire à ce qui se passe dans beaucoup d'endroits en France. Très clairement, l'avenir pour résoudre la jaunisse, c'est de comprendre la biologie et l'épidémiologie des différentes lignées de problèmes. Et je pense que Hacker a vraiment la bonne approche pour résoudre le problème. On sait que les néonicotinoïdes sont très efficaces pour combattre ce problème, mais c'est une approche intégrée pour comprendre cela. Et clairement, en essayant d'identifier de nouveaux outils par la sélection génomique et en identifiant les QTL, malheureusement, la jaunisse a beaucoup de différentes variétés représentant différents virus. C'est très difficile d'obtenir, comme on l'a eu avec d'autres maladies par le passé. Et comment on va résoudre la jaunisse? C'est en travaillant, comme on l'a vu ce matin, et de comprendre et avoir également des collections pour identifier les allèles et les QTL qui peuvent être évalués et ensuite voir ce problème. Et la jaunisse ne va pas se résoudre du jour au lendemain, ça c'est sûr. Si on n'a pas fait ce travail sur ces 8 dernières années, on ne serait pas aussi proche d'une solution potentielle. Donc vous, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, avoir déjà dans les gènes que vous avez trouvés chez Hacker des choses, des gènes résistants aux 4 formes de jaunisse qui existent? Est-ce que vous... Bon, je ne suis pas certain d'être le mieux placé pour répondre à cette question. Mon cousin Bruno le ferait certainement de façon plus précise. Ce dont, par contre, je suis certain, c'est que nous sommes, au terme du projet Hacker, dans une situation bien plus favorable
pour faire face aux défis de la jaunisse que nous l'étions au démarrage de ce programme et naturellement, a fortiori, au début des années 90, quand sont arrivés les néonicotinoïdes. Les sélectionneurs ont toujours entretenu dans leur collection des matériels génétiques qui présentaient une forme de résistance ou de tolérance à la jaunisse, mais nous ne disposions pas des moyens faciles de transférer cette résistance dans les variétés les plus performantes et surtout l'utilisation de ces sources de tolérance ou de résistance se traduisait par des variétés qui n'étaient pas compétitives en termes de sucre hectare. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au projet Acker, grâce à la connaissance qui a été développée, à la diversité génétique qui a été identifiée, nous avons des sources de tolérance et de résistance qui sont disponibles face aux 4 différents virus auxquels nous sommes confrontés s'agissant de la jaunisse et que les outils, la connaissance développée à l'occasion du projet Acker nous permet d'envisager le transfert de ces tolérances ou résistances plus rapidement, plus facilement et même sans recourir aux techniques d'édition de gènes qui ne sont toujours pas réglementairement accessibles. Donc s'il faut avancer une perspective, prendre un risque et faire une promesse, comme on en a fait au moment du lancement du projet Acker, je dirais dans 5 ans, nous devrions avoir des variétés qui présentent un bon comportement face à la jaunisse. Et vous noterez que 5 ans, c'est plus long que les 3 ans, les 3 années dont on parle dans la perspective d'une dérogation néonicotinoïde. Bon, je crois que M. Ferreira, qui est là, aura entendu le message. M. Ferreira, vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'espère que vous aussi. J'ai une très, très mauvaise connexion, donc je n'ai pas arrêté d'être coupé. Je suis désolé, je n'ai pas pu entendre mes co-orateurs à la table ronde. J'ai une question pour vous. Vous représentez aujourd'hui les services de l'État qui a financé ce programme à hauteur de 5 millions d'euros. Moi, la question, je voudrais savoir, est-ce que, d'après vous, ce programme a été efficace? En d'autres termes, est-ce que l'argent public a été bien dépensé? Écoutez, je crois que oui, on peut se féliciter collectivement de la réussite de ce programme qui atteint ses objectifs en respectant les cahiers des charges qui avaient été fixés dans le cadre de son financement. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est les perspectives qu'il ouvre au-delà même du programme en tant que tel. On sait bien que l'innovation aujourd'hui est quand même la clé pour pouvoir atteindre et réussir la transition agroécologique. Alors, j'ai juste entendu Monsieur Després parler des problèmes de délai. Donc c'est vrai, le temps du politique n'est pas forcément toujours celui de la recherche, mais en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de poser les bases et ce programme le permet en s'appuyant sur des éléments qui sont novateurs, qui sont particulièrement intéressants pour pouvoir justement dresser tout un tas de perspectives pour la filière betterave, mais également pour d'autres filières. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait aussi la réussite de ce projet. Alors on l'a vu, le Acker, en fait, c'est un très beau programme. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Comment la recherche doit s'organiser maintenant. Et vous, je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer ou pas sur cette lancée? Parce que là, Acker est terminé. Qu'est-ce que vous prévoyez? Que je peux voir, ce n'est pas que l'État qui fixe la recherche. Ce qui est intéressant également dans ce projet Acker, c'est ce partenariat public-privé qui permet de dresser des perspectives communes en s'appuyant sur des pistes, des techniques qui vont permettre justement d'offrir toutes ces perspectives. Et c'est pas à l'État de fixer uniquement les perspectives de recherche qui doivent permettre de poursuivre des projets de ce type-là, d'en créer d'autres. Je pense qu'on a évoqué tout à l'heure le sujet, enfin j'ai entendu évoquer bien sûr le sujet de la jaunisse qui est au cœur de notre actualité et là sur d'autres développements que des projets de recherche, mais sur des textes législatifs et un débat parlementaire qui s'annonce. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir à partir, en travaillant avec les chercheurs, avec les filières professionnelles, avec les acteurs professionnels, de déterminer quelles sont les pistes qui doivent être explorées et qui permettent de poser les bases d'un projet qui derrière ouvre tout un tas de perspectives. Le projet n'a pas été conduit vis-à-vis des virus de la jaunisse, mais je sais qu'il
il va être extrêmement intéressant pour dresser des perspectives, identifier des variétés qui vont permettre d'apporter des solutions à ce problème. Alors, ça prendra du temps. On peut discuter du délai, et je ne suis pas un spécialiste du projet en tant que tel et de ce qui est faisable ou pas techniquement. Ça, c'est vraiment à la fois les instituts de recherche et les instituts techniques et les professionnels qui doivent nous dire comment toute la connaissance et toutes les perspectives qui ont été ouvertes avec ce projet vont permettre d'apporter des réponses, et puis de définir quelles sont les pistes qu'il faut explorer plus avant. Mais il y a besoin de cette analyse scientifique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les ressources phytogénétiques sont essentielles et il faut les préserver, il faut pouvoir les exploiter au mieux. Alors, on a des tas de sujets d'incertitude s'agissant des techniques de biotechnologie dans un contexte réglementaire national et européen qui est encore assez incertain, vous le savez tous. Mais en tout cas, de pouvoir caractériser ces ressources permet de pouvoir dresser énormément de perspectives pour l'avenir. En fait, quand vous parlez de projet, je pense que vous faites référence au plan de relance qui a alloué 5 millions d'euros sur ce problème de jaunisse. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est il semblerait qu'une partie seulement, enfin j'imagine qu'une partie seulement sera allouée à la semence, puisqu'il y a d'autres volets. Je ne sais pas combien. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées ici pour savoir combien il faudrait mettre sur la jaunisse enfin, en tout cas pour la partie sélection, si on veut avoir un programme digne de ce nom sur plusieurs années? Je ne sais pas, qui veut prendre la parole ou qui... François, peut-être, vous avez peut-être, vous, Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer un programme avec d'autres semenciers concurrents, éventuellement? Tout d'abord, et Bruno Ferreira l'a bien dit, le projet Hacker, il n'a pas été fait pour créer des variétés de betteraves sucrières résistantes à la jaunisse. Ceci étant, il n'a pas non plus été fait pour... dans la perspective d'un Hacker 2, c'est un projet qui a atteint ses objectifs en termes de recensement de la diversité génétique utile, en termes de compréhension fine du génome de la betterave et de son évolution. Aujourd'hui, face au défi qui est celui de la filière, par rapport à la jaunisse, mais sans oublier aussi la transformation agroécologique, le moindre recours aux produits de protection des plantes que tout le monde souhaite, l'apparition d'autres défis. On a parlé tout à l'heure à travers une question du charançon, il y a la cercosporiose, le stress hydrique. Je pense qu'au terme du projet Hacker, on est dans une bien meilleure situation pour relever ce défi. Mais il y a l'urgence de la situation. Au-delà du répit que pourrait nous donner, le répit de 3 ans que pourrait nous donner une dérogation d'utilisation des néonicotinoïdes, il est certain que nous irons plus vite, peut-être même plus vite que les 5 années que j'évoquais, si on fait travailler ensemble tous les sélectionneurs avec une mise en commun, un partage des ressources génétiques. Et en ce qui nous concerne, je parle pour Florimond-Després, nous sommes prêts à collaborer à un nouveau programme qui viserait spécifiquement ce sujet majeur de la résistance à la jaunisse, du comportement face à la jaunisse, en mettant les ressources génétiques d'Hacker et les autres. Donc moi je pense que face à l'urgence de cette situation, il est impératif qu'ensemble, tous les sélectionneurs, avec l'appui de l'Institut technique, avec l'appui de l'interprofession, et naturellement de la recherche publique, nous élaborions un nouveau programme pour une réponse plus rapide à ce défi de la jaunisse que nous permettrait un travail mené séparément, quelles que soient les compétences et les moyens des uns et des autres. Monsieur Ferreira, peut-être, alors, est-ce que l'État pourrait soutenir ce type de nouveau programme et peut-être quel schéma il pourrait choisir? Est-ce que ce serait un schéma type Hacker ou programme d'investissement d'avenir ou je ne sais pas? Du projet, effectivement, il est important et je rejoins complètement ce que M. Després vient de dire, face à un problème qui touche toute une filière, il faut nécessairement qu'il y ait
une convergence des énergies qui doivent être parfaitement coordonnées vers des objectifs qui doivent être déterminés en commun. Et d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement a appelé de ses voeux en demandant aussi à la filière de préparer un plan de prévention vis-à-vis de ces éléments-là. Il y a des plans de cette problématique-là. Il y a la prévention à court terme, mais il y a aussi la prévention à moyen terme et quelles perspectives on dresse pour l'avenir, puisque effectivement, à ce stade, la dérogation n'est envisagée que pour 3 ans. Donc, il est important de poser des questions. Aujourd'hui, on a une chance unique avec le plan de relance qui a été annoncé, qui offre toute une palette d'outils. Et donc, en fonction de ce type de projets qui peuvent être proposés, c'est une solution ou une autre qui peut être utilisée à travers les différents outils du plan de relance. Donc, il faut, je pense, pas s'enfermer dans une seule solution parce que si ça ne marchait pas, eh bien, on serait tous chafouins de ne pas pouvoir aboutir, mais que justement, il faut laisser place à la créativité et à l'intelligence collective pour pouvoir imaginer les projets qui seront nécessaires, qui peuvent apporter des réponses dans des délais en plus sur lesquels donc nous avons collectivement une certaine pression et qui aura différents permettront d'accompagner les projets. Ça peut être à travers les mesures du plan de relance tel qu'il a été annoncé le 3 septembre dernier. Ça peut être à travers le PIA. C'est aussi d'autres leviers de financement qui existent. Le tout étant de trouver, en fonction du projet, eh bien, ou des projets, les bonnes bases pour pouvoir les accompagner. Jean-Philippe Garnaud, vous, sur ce plan de 5 millions d'euros, enfin sur ce plan Jaunis, est-ce que l'interprofession a des projets? Est-ce que vous avez des préférences? Ou est-ce que vous y aviez réfléchi, j'imagine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je voudrais rebondir sur 2 points. Avant de répondre complètement à votre question, je voudrais rebondir sur 2 points. La première, remercier François de la proposition qu'il vient de faire. Parce que c'est hyper, entre guillemets, je ne trouve pas le terme exact, mais c'est une avancée considérable. C'est de dire qu'il met à notre disposition ou à la disposition, j'allais dire, son germplasme. C'est plus du tout la même chose que la technique. C'est-à-dire qu'il y a un gradient supplémentaire. Ce qui nous amène à, et ce qu'il a dit, de réduire encore, j'allais dire, le temps, entre guillemets, de ces 5 ans ou 7 ans, et peut-être d'arriver dans le cadre d'un 3 ans à ce que nous demande, j'allais dire, l'administration. Je rebondis, donc un grand merci de cette proposition. La deuxième, j'allais dire, M. Stevens l'a dit, la solution Jaunis, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va la trouver. Et aujourd'hui, le monde entier le cherche. Le monde entier n'a pas trouvé la solution. Ce n'est pas qu'une situation française à un moment donné. C'est l'ensemble. La troisième chose, c'est donc M. Ferreira qui vient de l'évoquer. Là, aujourd'hui, il y a un plan de prévention. Il va y avoir un engagement des professionnels quant, j'allais dire, à la bonne finalité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des problèmes, des fois, j'allais dire, de pollinisateurs, des fois d'endroits où on peut stocker, pas stocker, mais je veux dire, évaluer les endroits où les auxiliaires pourraient se situer. On sait que des fois, il y a aussi des problèmes de chimie et de conséquences de chimie. Tout ça, on est d'accord, on est volontaire et on veut l'étudier et l'étudier ensemble. C'est-à-dire que c'est, comme vous l'avez dit, recherche privée, recherche publique, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Et naturellement, il y a le volet recherche, ce plan recherche. Bien sûr, il est hyper important pour nous. Mais s'il s'additionne de ce que vient de dire François Després, et si l'ensemble, j'allais dire, de peut-être d'autres acteurs semenciers, mais là, on a une vraie possibilité, je dirais, tant d'un point de vue, et ça c'est Bruno Després qui l'a évoqué tout à l'heure, nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans notre activité d'agriculteur, se dire que nous sommes en dehors du côté sociétal. Ce côté sociétal, cette demande sociétale, on est obligé d'y prendre compte. Demain matin, ce qui se passait, c'est qu'on avait la génomique, la génétique, qui était accompagnée, entre guillemets, de la chimie pour complémenter. Cette chimie, au fur et à mesure, on l'entend, elle diminuera au profit d'une combinaison autre, que ce soit les biocontrôles, que ce soit les itinéraires. J'ai entendu tout à l'heure génomique paysagère. Donc ça aussi, ce sont des phases d'études.
Et tout ça rassemblé me semble être une très bonne solution pour qu'on puisse être efficace. François Després, vous voulez ajouter quelque chose sur ce partenariat public-privé? Confirmer que si un programme devait être discuté, je suis convaincu qu'au-delà de Florimond-Després, que l'ensemble des obtenteurs de betteraves sucrières, et nous ne sommes pas très très nombreux, s'engageraient résolument pour cet objectif qui est un intérêt commun complètement majeur pour sauvegarder une filière betterave-sucre performante en France, mais également ailleurs en Europe. Parce que si cette année, la jaunisse est le fléau de la betterave dans plusieurs régions françaises, et particulièrement dans la région dont vient Jean-Philippe, c'est un enjeu, un défi pour la culture de la betterave à l'échelon européen, quelles que soient les conditions agroclimatiques. François Després, je voudrais justement rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, les sélectionneurs betteraves sont exclusivement européens. Et je voudrais profiter en fait de la présence de Marc Stevens. Est-ce qu'on peut encore élargir la collaboration au niveau européen? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait voir un jour un programme européen? Alors peut-être, j'avais noté dans le cadre de l'European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, excusez-moi pour l'anglais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, 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 il ne faut pas vous excuser pour votre anglais, pas du tout, c'est parfait, François. J'aimerais dire tout simplement que les avantages que nous avons déjà au sein de l'Europe et le fait que nous avons déjà des organisations qui travaillent en collaboration. Vous savez que je représente actuellement le comité de conseil pour l'Institut international pour la recherche pour la betterave. Et il s'agit d'une organisation qui couvre tous les scientifiques qui travaillent sur tous les aspects liés à la betterave. Mais nous avons parlé entre nous de la jaunisse de façon mensuellement. Nous avons un groupe de travail, on partage des connaissances déjà. Et donc, je pense que ceci va nous aider à résoudre les problèmes. Et en ayant ce réseau, et en cherchant plus loin, parce que, comme vous l'avez dit, la jaunisse n'est pas quelque chose qui arrive uniquement en Europe. La jaunisse peut être vue au Japon, en Chine, l'Amérique du Sud, mais également au sud de l'Amérique du Nord. Et donc, il est très important que l'on puisse parler, échanger des connaissances avec l'USDA, avec des collègues qui travaillent aux États-Unis et d'autres instituts également, afin que l'on puisse mieux comprendre ce qui se passe à travers le monde. Donc, je sais qu'il y a toutes sortes de sensibilités par rapport à la commercialisation et bien entendu, les semenciers vont vouloir faire des choses eux-mêmes, mais au niveau pre-breeding avec les scientifiques et des scientifiques au sein des entreprises, il y a énormément d'échanges, beaucoup d'échanges de connaissances et on peut l'utiliser, on peut le mettre en pratique, le mettre en œuvre rapidement. Un peu comme nous avons fait au sein de ACA. Je pense que François Dupré a dit quelque chose de très pertinent. On ne l'a pas créé pour résoudre le problème de la jaunisse, mais on l'a créé pendant 8 ans pour qu'on puisse mieux comprendre le génome de la betterave. Ceci a été fait, mais ça nous ouvre la porte vers d'autres choses, vers d'autres questions plus pertinentes. Et je pense qu'actuellement, en 2020, il s'agit de la jaunisse. Et donc, je pense qu'on peut trouver des collaborations et on peut accélérer la connaissance et l'évolution et le développement de d'autres variétés et on peut permettre à d'autres sélectionneurs de résoudre les problèmes plus rapidement. Mais on sait tous que les virus sont très compliqués, c'est difficile à trouver des solutions et comme je vous avais déjà dit, on ne va pas le faire du jour au lendemain, mais en mettant autour de la table toutes les personnes avec les bonnes connaissances et en utilisant les connaissances de génome que nous avons, je pense qu'on va pouvoir trouver une solution beaucoup plus rapidement que prévu. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Jean-Philippe? Oui, comme élément de commentaire, j'aimerais dire que la culture de la betterave, naturellement, on a une passe un petit peu difficile aujourd'hui, mais elle a un énorme intérêt, j'allais dire, dans nos rotations. Et demain, moi, je regarde aussi la décarbonation.
Je regarde toute la contribution de ce que la betterave pourra apporter dans le cadre du réchauffement climatique. Et donc, toute cette perspective de recherche, elle n'a pas qu'un sens de dire je fais de la betterave aujourd'hui pour faire de la betterave et du sucre, ou de l'alcool ou de l'éthanol ou du gel hydroalcoolique comme on l'a vu, mais aussi de se dire que c'est une composante de ce que nous, on aura besoin demain. Et quand, je dirais, on aura moins de chimie, il nous faudra de plus en plus de rotation. Et cette betterave a cette importance de rotation. Vous savez, la betterave, c'est une structuration du sol. Derrière, quand on met une céréale, la céréale, c'est un réseau racinaire à plat, ou quasiment à plat. Donc, si on veut avoir une bonne céréale, il faut aussi avoir un bon prélèvement, une bonne culture avant, et la betterave est essentielle pour moi. François Després, vous avez... Oui, moi je voudrais vraiment insister sur le fait que la communauté scientifique qui s'est constituée pour conduire le projet ACAR avec des chercheurs de la recherche publique, des chercheurs privés, a fonctionné d'une façon vraiment ouverte, transparente, avec la volonté d'un partage des résultats au fur et à mesure de la génération de ceux-ci. Et je crois que si on conserve, et ça a été une des clés du succès d'ACAR, au-delà de nos espérances initiales. Donc il faut qu'on garde ce même esprit d'ouverture, de partage des avancées scientifiques, et au-delà des seules avancées scientifiques, des publications, de partage du matériel génétique pour donner à la betterave sucrière toute sa chance de continuer à exister dans nos exploitations, dans nos rotations et sur le territoire. Donc j'insiste vraiment pour que au-delà de la concurrence qui existe entre les quelques sélectionneurs présents sur le marché européen, la pression amicale mais forte de la filière, en particulier de l'interprofession betterave-sucre, nous incite, nous conduisent à poursuivre le travail collaboratif engagé à travers ACAR sur une base plus élargie en termes de sélectionneurs pour les résultats attendus des variétés, et Jean-Philippe nous a dit qu'il n'y a pas que les variétés, il y a les produits biocontrôle, il y a toutes les avancées que vont permettre l'agroécologie, mais que les variétés soient au rendez-vous des solutions pour la filière. Je vois qu'on arrive un petit peu à la fin de notre débat. Je voudrais peut-être laisser quelques mots de conclusion si les personnes le veulent. On pourrait peut-être commencer par les gens qui sont en vidéo. Est-ce que M. Ferreira ou Marc, un mot de conclusion, donc, ce qu'il faut retenir? Je peux dire quelques mots rapidement, mais qui reprennent un peu ce que j'ai déjà dit. Je pense que c'est un projet dont on peut se féliciter collectivement, qui a montré tout l'intérêt de ces partenariats publics-privés en impliquant l'INRAE, nos écoles d'enseignement supérieur, qu'il y aura beaucoup de retombées également en diffusion de connaissances, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Et dans l'esprit de ce que M. Després a dit, je pense que ça permet de montrer aussi justement tout l'intérêt qu'il y a à la préservation des ressources génétiques et à leur partage pour justement trouver ensemble les meilleures solutions aux défis qui se présentent à nous. On a celui de la jaunisse aujourd'hui, mais on en aura d'autres qui se poseront également sur d'autres sujets pour différents types de cultures. Et donc, tout ce projet montre l'intérêt d'investir justement dans la connaissance génomique et dans cette idée qui a permis d'élaborer des plans de référence pour derrière trouver des solutions innovantes à tout un tas de problèmes que l'on a aujourd'hui et que l'on pourra avoir demain. Merci. Marc, peut-être un message pour vos collègues français? Oui, j'aimerais dire que l'investissement sur les 8 ans dans la betterave était vraiment un plus, c'était fantastique pour le secteur. La betterave est beaucoup plus que le sucre. Je pense qu'il y a un avenir pour la betterave, mais en travaillant ensemble de façon collaborative, je pense que nous allons trouver des solutions dans le futur pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y aura des défis, des opportunités, et si on arrive à comprendre plus par rapport à la culture au niveau génétique, à ce moment-là, on va pouvoir tous résoudre nos problèmes et nous allons continuer à avoir cette culture au niveau mondial. Et je pense qu'il est clé de collaborer et de faire en sorte que les scientifiques du futur sachent tout ce qu'il y a à savoir sur la betterave. Et j'attends beaucoup plus de ACAR 2. C'est un message
Pour qui? Pour vous, François ou Moi, je voudrais dire, pour conclure, avant de laisser le dernier mot au président de notre interprofession betterave-sucre, qu'il y a aussi un avantage très important que j'ai vu à ce projet Acker, c'est d'intéresser à nouveau notre institut, l'INRA, devenu INRAE, à la betterave sucrière de façon significative. Et on a vu la contribution considérable d'INRAE au résultat d'Acker. Donc j'espère, et je m'adresse ici à la fois à M. Ferreira et puis à Christian Huyck, j'espère que l'INRAE, fort de sa nouvelle relation avec la filière, avec la betterave sucrière, va poursuivre son intérêt et continuer à travailler très très sérieusement et de façon approfondie sur cette espèce. Jean-Philippe, c'est à vous. Oui, j'avoue, je vais faire 2-3 mots de conclusion, mais quand je suis arrivé ici, naturellement, ce n'est pas le lieu, ce n'était pas l'endroit spécifique, mais on vit dans notre France, je dirais, des choses très très compliquées pour les agriculteurs, très difficiles à vivre aujourd'hui. Et dans un élément de conclusion, je ne pouvais pas ne pas le dire. C'est réconfortant de voir ce qui vient d'être dit, de voir l'engagement des uns et des autres, de voir qu'à un moment, le collectif, dans une situation compliquée, c'est presque quand on est le dos au mur, quand on est, entre guillemets, d'une certaine manière, quasiment sans solution. C'est ce qu'on a dit, on est dans une impasse technique. Cette impasse technique peut arriver à dire « je ne fais plus de betterave ». Pas de betterave, pas de sucrerie, pas de semencier, on s'arrête. Non. Là, la perspective de ce matin, c'est de dire « on a travaillé avec Acker, on a des éléments qui sont probants. Ensuite, à l'intérieur, il y a des petites choses très ténues qu'on n'a pas développées techniquement, mais moi que j'ai retenues. Et que de l'autre côté, par rapport à ces propositions qui sont faites là, avec la recherche publique et la recherche privée, je pense qu'on peut s'en sortir et on a, j'allais dire, une perspective. Et pour des agriculteurs, l'important, c'est aussi d'avoir une perspective. Merci.